beaucoup. Guillaume Ancel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Spécialiste militaire, ancien officier de l'armée française, fin connaisseur de ce terrain ukrainien. La guerre, les questions de défense en général, c'est un sujet dont on débat peu ici en France, à l'Assemblée nationale en tout cas. C'est au moins l'un des mérites du débat de cet après-midi. Ah oui, très clairement. Et ça me fait plaisir parce que je viens de publier un livre chez Flammarion qui s'appelle Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. Et oui, on a besoin de reparler des sujets militaires parce que pendant des décennies, on a cru que la guerre ne nous concernait plus. Et on le voit bien avec l'attitude du Rassemblement national qui essaye de nous ramener en permanence sur des sujets sociétaux, internes, comme si la guerre n'existait pas et que Poutine, dont ils sont aujourd'hui le seul parti à relayer les arguments, ne devait pas rentrer dans le champ de nos considérations, alors que nous n'avons jamais été aussi menacés en termes de sécurité depuis au moins 30 ans en Europe, depuis la fin de la guerre dans les Balkans. Donc c'est assez inquiétant d'avoir un parti qui aujourd'hui ressemble plus à la Russie nationaliste qu'à un Rassemblement national. Ce vote non contraignant, Flore l'a rappelé à l'instant, intervient, et on l'a réécouté, un extrait de son dernier discours à Prague après les propos d'Emmanuel Macron sur l'éventuel envoi de troupes en Ukraine. Rapidement, parce qu'on en a beaucoup parlé déjà ces 15 derniers jours, vous êtes de ceux qui pensent qu'il a plutôt bien fait? Il a bien fait d'absolument animer ce débat. Le point, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas populaire quand il dit qu'il faudrait s'impliquer en Ukraine sans limite, mais il a raison parce que, en fait, ce débat est existentiel. Et donc, notre question, c'est évidemment pas de mobiliser les Français comme l'ont montré de manière outrancière ceux qui s'opposent à un réel soutien à l'Ukraine. Je rappelle qu'on a une armée de professionnels et que, de toute façon, on ne sait même plus mobiliser la société française. Mais là où on n'a jamais eu de scrupules à envoyer notre armée participer à 32 guerres depuis la guerre d'Algérie. Celle-ci est la 33e et d'un seul coup, il faudrait s'arrêter sans jamais le dire. Voilà. Et là, pour une fois, on le dit qu'on veut s'impliquer. En réalité, on est déjà impliqué. Mais ce qu'on joue en Ukraine, c'est juste l'avenir de l'Europe. La fracture à l'Assemblée nationale, Flore, vous le disiez, pour faire simple, c'est entre les lucides et les va-t-en-guerre, entre les accusations de lucidité et celles d'être va-t-en-guerre. Ce que vous rappelez, c'est qu'en Ukraine aujourd'hui, il y a des troupes qui ne disent pas leur nom, des troupes françaises, entre autres. Et bien sûr, on est déjà impliqué. Je prends qu'un seul exemple. Les missiles Scalp qui permettent de toucher des cibles jusqu'à 150 km, elles sont paramétrées par des spécialistes français qui sont sur les bases en Ukraine. Donc, bien sûr qu'on est impliqué. On a des spécialistes du renseignement, on fait de la formation, on fait du conseil, on fait de l'expertise, on fait de l'accompagnement. Le point de savoir si on doit se battre en première ligne, en réalité, est un peu hypocrite, parce qu'on est déjà en deuxième ligne, et dans le type de guerre aujourd'hui, y compris de guerre cyber, de guerre de l'information, de guerre à longue portée, il n'y a plus réellement de première ligne et de seconde ligne. En fait, nous sommes impliqués dans cette guerre, et plutôt, cette guerre implique toute la défense de l'Europe. Ça a valu la critique de l'opposition ici en France, mais énormément des alliés de la France, au premier rang desquels un allié avec lequel on a des relations compliquées en ce moment, mais c'est un allié majeur, c'est l'Allemagne. Quand Macron dit, et notamment aux Allemands, qu'il ne faut pas être lâche, quand on sait que jusqu'ici, l'aide militaire allemande est plus importante que l'aide militaire française, ça se joue à 1 milliard, mais tout de même, est-ce que c'est pas un peu fort de café ? C'est un peu fort de café, mais il y a une question, la question pourrait se retourner du côté allemand. Olaf Scholz, c'est le premier à avoir dit « Nous avions cru que nous n'avions plus d'ennemis, nous nous étions désarmés silencieusement, il faut absolument faire un effort de guerre considérable. » Mais en même temps, il se retient de livrer à l'Ukraine une arme qui ne changera pas le cours de la guerre, mais qui est importante, sont les missiles Taurus, qui permettent de taper jusqu'à 500 km, et notamment qui pourraient mettre en péril le fameux pont de Kerch, appelé aussi pont Poutine, qui relie la Crimée à la Russie. Or, on voit bien que les Allemands sont très hésitants sur le sujet, ils veulent soutenir l'Ukraine, dont ils conçoivent que c'est une vraie menace, et en même temps, ils aimeraient bien ne pas apparaître en premier plan. Ce que dit, à mon avis, le président Macron, avec raison, c'est que dans un conflit de ce type, on ne peut pas réagir avec les codes des siècles précédents. On est obligé d'y réfléchir et de réfléchir à tout. Ça ne veut pas dire que demain, on envoie les troupes allemandes se battre en première ligne, mais ça veut dire qu'on ne peut rien refuser pour gagner en Ukraine, parce que si on perd en Ukraine, en réalité, c'est toute l'Europe qui perd. On va revenir sur ce qu'effectivement ça pourrait impliquer pour nous les Européens en général. Comment est-ce que vous avez interprété la réaction de la Russie sur toute cette séquence? Vladimir Poutine a tout de suite rebrandi la menace nucléaire.
On finit par s'y habituer, malheureusement. Pourtant, ce n'est pas un petit sujet. Moscou, la diplomatie russe a dit que ça révélait une implication croissante et dangereuse de la France. Et puis, il y a eu ces dernières heures ce tweet assez sidérant de celui qui a quand même dirigé la Fédération de Russie pendant 4 ans, Dimitri Medvedev, qui parlait d'une éventuelle visite à Kiev du président Macron, qui pour l'instant n'est pas confirmée. Je recommande à son bureau, au bureau du président français, de prendre plusieurs paires de caleçons. Ça va sentir très fort. Est-ce que ça, c'est la réaction d'un pays et d'une armée qui est toute puissante aujourd'hui ou qui est fragile ? Alors, la question est assez sensible. Le fait que la Russie de Poutine et toutes ses réactions sont totalement contrôlées par le Kremlin. En Poutine, il n'y a aucun média qui peut s'exprimer sans être sous contrôle du Kremlin. Sachant que Medvedev est un peu sur un chemin de croix et il fait tout pour faire plaisir à son maître. Mais en réalité, s'il fait ça, c'est parce qu'il a l'accord du Kremlin, même s'il est grossier et outrancier sur le sujet. La réaction de la Russie, qui est franchement hostile à ce qu'a proposé le président Macron, montre bien que nous sommes sur le bon sujet. Parce qu'en réalité, ce que propose Macron, c'est de s'opposer au plan de Poutine. Or, Poutine, aujourd'hui, est à la tête d'un empire menaçant. Il ne s'arrêtera jamais à l'Ukraine. Il a déjà annoncé que dans les pays baltes, il y avait des minorités russophones qui étaient en souffrance. C'est exactement l'argument qu'il avait utilisé pour envahir l'Ukraine. L'Est de la Pologne, dans son esprit, lui appartient. Et la Finlande, en rentrant dans l'OTAN, est devenue hostile, d'après son point de vue. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que la Russie réagit très fortement, bien sûr, aux arguments du président Macron, donc on est dans la cible, et l'autre qui réagit très mal aux propos du président Macron, avec à peu près les mêmes arguments, c'est le Rassemblement national. C'est là où on voit qu'il y a ce lien très fort qui s'est tissé entre le parti de Marine Le Pen, qui, je le rappelle, avait pris Vladimir Poutine pour exemple, et un pays qui, malheureusement, aujourd'hui, est une menace contre toute l'Europe et dont l'armée est beaucoup plus fragile qu'on ne le croit. Parce que les offensives qu'ils ont menées ces dernières semaines en Ukraine leur ont coûté énormément de pertes. Et par conséquent, ce qu'ils cherchent en réalité, c'est un cessez-le-feu. C'est obtenir du temps pour pouvoir remonter cette armée et reprendre cette guerre. Et c'est là où Macron a raison de prévenir tous les pays européens. Ne nous laissons pas prendre par ce piège, par cette illusion d'une paix temporaire qui permettrait à Poutine de revenir faire la guerre de manière plus intense encore ensuite. Mais quand Moscou parle d'une implication croissante de la France dans le sujet, la séquence de ces 3 dernières semaines montre qu'ils ont raison. Le président Macron assume tout à fait. Il veut se présenter comme le leader de cette Europe, je ne sais pas, guerrière, en tout cas offensive, quoi. Si tous les pays européens mettaient leur défense ensemble, ils auraient un système de protection qui serait 5 fois supérieur à celui de la Russie. Et aucun des pays membres ne peut contrer seul la Russie. Enfin, on ne peut pas dire que jusqu'ici, l'Europe n'ait pas mis les moyens, ne serait-ce que militaires, pour aider l'Ukraine. Vous parlez de l'Europe de la défense. Oui, pour moi, il manque 2 choses en Europe. Il manque une industrie européenne de la défense, c'est-à-dire un Airbus qui soit capable de construire. Aujourd'hui, on n'aurait pas d'avions de transport concurrents de Boeing si on avait encore les manufactures nationales d'avions de transport. Si on veut être un vrai challenger en termes de défense, il faut qu'on ait une industrie de défense européenne. C'est un Airbus de l'industrie, c'est ce qu'essaye de faire Thierry Breton. Et puis par ailleurs, il faut qu'on pense à une armée européenne. L'armée européenne, ce n'est pas forcément d'avoir une armée avec un seul uniforme. Ça peut très bien être des régiments de toutes les nationalités, mais ça doit être le même système, avec le même type d'armement, le même type de formation et surtout le même type de coordination. Là, on aurait une armée quasi aussi puissante que celle des États-Unis et on pourrait dissuader toute menace, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la Russie de Poutine, d'autres empires viendront nous menacer. Il ne faut pas en douter. On est le plus grand espace de prospérité et de paix du monde. Donc forcément, on ne laissera jamais indifférents nos voisins. Bon, on imagine très bien que derrière la Russie aujourd'hui, il y a un empire qui se monte et qui se fait de plus en plus agressif, c'est celui de la Chine. Donc une fois qu'on en aura fini avec la Russie de Poutine, il faudra arriver à dissuader la Chine de devenir un jour une agression militaire, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Vous dressez un tableau pour le moins enthousiaste. Il y en a un, bien sûr, qui s'est satisfait des propos d'Emmanuel Macron. C'est le président Zelensky, sans surprise, qui a eu des propos assez forts hier chez nos confrères de BFM TV. Il a affirmé « Ce ne sont pas vos enfants », en parlant aux Français qui vont mourir en Ukraine. On va décrypter cette intervention hier chez BFM avec Alexandra Cariné.
Tout juste sorti d'une réunion avec son état-major, le président ukrainien, interrogé par 2 médias français, est porteur de bonnes nouvelles du front. La situation est bien meilleure que durant les 3 derniers mois. Aujourd'hui, l'avancée de la Russie a été stoppée. Son avancée se poursuivait dans l'est du pays. Aujourd'hui, notre commandement, nos militaires ont arrêté l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky reste cependant très mesuré quant à la suite des événements. Selon lui, les prochaines livraisons d'armes dans un camp ou l'autre seront décisives. Une affirmation qui sonne comme un rappel à la communauté internationale, alors qu'à travers le monde, après 2 ans de guerre, les soutiens s'effritent. Entre juillet et octobre 2023, le montant des aides financières, militaires et humanitaires occidentales a baissé de 87% par rapport à la même période en 2022, selon une étude de l'Institut Kiel en décembre 2023. L'issue du scrutin de l'élection présidentielle en novembre prochain aux États-Unis pourrait aussi avoir un impact considérable. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban allant jusqu'à affirmer à son retour de Floride : Donald Trump ne donnera pas 1 centime à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Affirmation non commentée par l'ex-président qui pousse déjà ses partisans au Congrès à bloquer une aide américaine de 60 milliards de dollars pour Kiev. Lors de son entretien avec la presse française, Volodymyr Zelensky est aussi revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron au sujet d'un envoi potentiel de troupes au sol. Il a assuré que le déploiement de soldats étrangers n'était pas nécessaire. Tant que l'Ukraine est là, tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français. Parmi les autres annonces du président figure la construction de plusieurs centaines de kilomètres de travaux de fortification sur le front en Ukraine. Voilà, Guillaume Ancel, ce sujet dit beaucoup de choses. Première chose, est-ce que ce que dit ce moment qu'on vit en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue que l'issue militaire, guerrière en Ukraine aujourd'hui ? En fait, on a totalement échoué sur l'issue diplomatique. Bien évidemment que c'est la carte qu'on a essayé de jouer le plus longtemps possible. Et on se souvient que même le président Macron d'avoir essayé. S'était fait beaucoup critiquer sur le fait qu'il avait dit qu'il ne fallait pas humilier Poutine, qu'il fallait continuer à discuter avec lui. Et puis tout le monde a compris progressivement que en fait, Poutine était l'équivalent des Khmers rouges de notre société moderne. Quand Poutine annonce, il l'a fait la semaine dernière, que les territoires qu'il a intégralement détruits en Ukraine, il les a libérés, on prend peur et on réalise que lui est dans une réalité inversée permanente. Donc plus il fait de morts, plus il enlève les enfants de la société, plus il fait des destructions et il commet des crimes sans nom dans les territoires qu'il a envahis, et plus il va nous expliquer qu'il a libéré l'Ukraine. Donc si on ne veut pas être libéré un jour de cette manière, bien sûr qu'on est obligé de prendre peur. Zelensky a dit hier, je le cite, que la situation sur le terrain était bien meilleure que ces 3 derniers mois. Est-ce qu'il faut le croire ? Oui, il a raison. On l'a observé techniquement. Les Russes, depuis décembre, en fait, depuis que les Américains ont cessé de livrer massivement du matériel aux Ukrainiens, les Ukrainiens se sont retrouvés dans une situation défensive. Et Poutine a obligé son armée à exercer une pression très très forte sur le front. Mais pour faire ça, il a réussi à avancer de quelques kilomètres à certains endroits, mais il a massacré, consacré, cramé une partie de son armée. Rien que la petite ville d'Avdivka qui ne présente pas d'intérêt, pour avancer 3 km, pour laquelle la bataille a été acharnée. L'armée russe a perdu 20 000 hommes, 5 000 morts et 15 000 blessés. C'est absolument considérable. Et donc là, aujourd'hui, les Ukrainiens ont réussi à stabiliser le front de manière assez remarquable, alors qu'ils manquent de munitions et qu'ils manquent d'hommes. Mais aujourd'hui, les Russes ne peuvent plus avancer. Et la question, c'est est-ce qu'on va les approvisionner suffisamment tôt, notamment en munitions d'artillerie ? Et ça, il faut que l'industrie européenne de la défense se mobilise pour le faire. Ou est-ce qu'on va laisser les Russes, dont je rappelle que le pays est 4 fois plus important que l'Ukraine, finir d'écraser l'Ukraine, exactement comme Poutine a écrasé son opposant Navalny dans une colonie pénitentiaire. Donc ce qui fera la différence, et ça fait quand même un moment qu'on le dit, c'est le montant, enfin la quantité d'armement qu'on livrera encore à l'Ukraine. Qu'est-ce qui manque exactement ? Quel type d'armement aujourd'hui ? En fait, ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, les Américains ne livrent plus. Et qu'à cause du débat électoral que vous avez montré, tout est bloqué. On ne peut plus croire que ce sont les Américains qui apporteront leur parapluie de sécurité. C'est aux Européens de le faire. C'est leur destinée qu'ils sont en train de jouer. Donc, il faut des munitions, il faut du matériel militaire, il faut du renseignement, il faut de la formation. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, dont les avions F-16 qu'on voit sur l'écran, qui vont être livrés là dans les mois qui viennent, mais qui sont lents
à mettre en œuvre. Et de toute façon, il n'y a aucune arme qui renversera le cours de la guerre. Ce qui renversera le cours de la guerre, c'est si Poutine comprend qu'il n'a pas les moyens d'aller plus loin, parce que son pouvoir ne repose que sur la terreur qu'il inspire, y compris chez lui. Donc lui dire, vous ne nous faites plus peur, vous ne nous faites pas peur, c'est ça la façon, lui qui ne comprend que le rapport de force? C'est le plus important. Tout à l'heure, vous l'avez rappelé, Poutine nous menace d'armes nucléaires depuis 2 ans à peu près tous les mois. Mais bien sûr qu'il ne peut pas l'utiliser parce qu'il oublie juste une chose, c'est que nous aussi, nous avons des armes nucléaires et qu'elles sont impossibles à détruire. Par conséquent, s'il osait utiliser une arme nucléaire, c'est juste la fin de notre société. Il n'ira pas jusque-là, parce qu'il sait que le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle. En fait, il n'y a aucun jeu, il n'y a pas de guerre nucléaire. Par contre, il veut qu'on lui laisse le terrain libre pour pouvoir terminer d'écraser l'Ukraine et pour pouvoir s'attaquer à d'autres pays après. Et nous, pour la première fois en 20 ans, on lui dit stop. Et c'est ça qui est important. Et ce qui est choquant, c'est de voir qu'en France, il y a des acteurs politiques. Je ne parle pas de ceux qui parlent de la paix, c'est normal qu'ils essayent d'y croire. Mais ceux qui relayent les positions de Poutine, c'est monstrueux. Ça veut dire que, en fait, la menace de Poutine s'est répandue bien au-delà de la Russie. Vous parliez des Khmers il y a un instant. On a entendu énormément de références historiques dernièrement. Comparaison est rarement raison, et surtout en histoire. Qu'est-ce que l'époque qu'on vit, à quoi l'époque qu'on vit vous fait penser? Pour moi, clairement, on est à l'époque, malheureusement, de la paix de Munich. C'est-à-dire qu'on est en 1938. En fait, on a une armée russe qui est beaucoup moins forte qu'on le croit. On va peut-être rappeler. Ah pardon, en 1938, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler propose aux Occidentaux, aux Européens, pardon, parce qu'ils faisaient partie des Occidentaux, mais aux Alliés, de négocier une paix contre le fait qu'il ne gardera qu'une partie de la Tchécoslovaquie, qu'il s'arrêtera là. Et on lui fait promettre qu'il ne s'attaquera à rien d'autre. Et évidemment, l'année suivante, il déclenche la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est terrible, c'est qu'on a compris plus tard, avec le travail des historiens, que son armée était faible en 1938. Et que si on l'avait attaqué à ce moment-là pour protéger la Tchécoslovaquie, sans doute que l'armée nazie aurait été défaite et qu'on n'aurait pas eu à se battre contre cet empire. Notre question est là, c'est qu'en réalité, on a une Russie qui est relativement faible, qui en 2 ans n'a pas réussi à envahir l'Ukraine. Est-ce qu'on la laisse l'envahir, oui, mais à la surmonter, non, elle a réussi à conquérir moins de 20% du territoire ukrainien, alors que c'était réputé être la plus grande armée du monde. Donc on voit bien que ce n'est pas une armée aussi puissante qu'on le croyait. La question n'est absolument pas de faire la guerre contre la Russie, mais de libérer l'Ukraine. Et on sait que si on libère l'Ukraine, Poutine tombera. Libérer l'Ukraine, ne pas faire la guerre à la Russie, vous marchez sur une ligne de crête. Oui, mais la guerre, c'est une ligne de crête. La guerre, c'est toujours une vallée de larmes et de sang. Mais la paix ne vaut que si on se bat pour la conserver. Le temps presse, la perspective, on va en dire 2 mots, de la réélection de Donald Trump inquiète ô combien les Ukrainiens. Il l'a dit à Orban, le Hongrois, hier, je crois, pas 1 centime ne sera donné à l'Ukraine. C'est une perspective qui vous inquiète aussi? Oui, Trump est totalement incontrôlable. En fait, personne ne sait ce qu'il ferait réellement s'il était élu. Voilà. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est capable de prendre les pires positions, puisqu'il l'a déjà fait vis-à-vis de l'OTAN. Je rappelle que l'OTAN, c'est un pacte de sécurité collective qui dit on est tous ensemble, si un des membres est agressé, tout le monde doit réagir pour le protéger. Mais il n'irait pas jusqu'à sacrifier les Européens? Oui, mais lui a déjà dit sur l'OTAN qu'il estimait qu'en fait le pacte ne tenait pas et que lui, s'il était président des États-Unis, ne viendrait pas forcément défendre un pays qui, par exemple, n'aurait pas payé assez pour l'OTAN. Ce qui est juste la base de notre sécurité collective. Donc, on découvre avec la crainte que Trump puisse être élu, en fait, notre sécurité collective ne sera plus assurée par les Américains et qu'elle nous appartient. Au même titre qu'on découvre que si Marine Le Pen était élue un jour à la tête de la France, on serait dans un pays qui pourrait être livré à n'importe quel empire menaçant. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite ? Question posée. Merci beaucoup, Guillaume Ancel, d'être venu ce matin dans Parlons-en. Vous l'avez évoqué au tout début de cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Saint-Cyr, que vous connaissez bien, à l'école de la Grande Muette. La Grande Muette étant le surnom de l'armée ici en France, qui est sorti chez Flammarion. Merci infiniment de nous avoir accompagnés.